Qu'est-ce qui fait, d'un simple discours, une onde de choc nationale? Comment quelques phrases, énoncées en moins de 2 minutes, ont-elles pu fissurer les fondations d'un État et réveiller la conscience d'un peuple entier? Ces questions résonnent bien au-delà des murs du centre de conférence de Kingston, car ce qui s'y est joué dépasse de loin la simple rhétorique diplomatique. Il existe, dans l'histoire des nations, des moments où la parole prend feu. Un mot, lancé comme un pavé, peut bouleverser des équilibres que l'on croyait intouchables. C'est exactement ce qui s'est produit à Kingston, sous la lumière crue des projecteurs, alors que le sablier politique renversé mesurait chaque seconde d'attente, grain après grain, devant le monde entier, suspendu au moindre frémissement de la scène. Lorsque le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, a lancé un ultimatum public à Ibrahim Traoré, exigeant des excuses et une rétractation immédiate, le compte à rebours s'est enclenché. Ce geste, à la fois solennel et risqué, rappelait les ultimatums historiques, comme celui de l'archiduc François Ferdinand à la Serbie, ou les injonctions françaises à l'Afrique post-coloniale. Mais, contrairement à ses précédents, l'issue ne fut pas la guerre armée, mais une bataille d'idées et de principes. Car Traoré, déterminé et inflexible, a refusé toute concession, tout repli, toute forme de compromis. En un instant, une simple tension diplomatique s'est muée en crise d'État aux répercussions imprévisibles, affectant chaque strate de la société jamaïcaine. Ce duel n'avait plus rien à voir avec le protocole ou la politesse. Il s'agissait désormais d'un affrontement moral, où la vérité, nue et brute, surgissait comme le vrai détonateur, bien plus puissant que n'importe quelle insulte ou menace. Refuser de s'excuser, c'était refuser le jeu de dupe, placer la société entière face à ses contradictions, et transformer une querelle officielle en expérience collective de lucidité. En refusant de s'excuser, Traoré n'a pas seulement défié un chef d'État. Il a ouvert une brèche dans les murs du pouvoir, obligeant la société jamaïcaine à regarder ses propres contradictions en face. Le choc du discours ne s'est pas arrêté aux portes du centre de conférence. Il s'est propagé bien au-delà. Dans les rues, sur les ondes, au cœur des marchés, dans les taxis collectifs, jusque dans les salons privés. Partout, la même question s'imposait. Et si cette vérité, si dérangeante, était précisément ce dont le pays avait besoin pour se réveiller? Le vrai danger, ce n'était pas la colère du Premier ministre, mais le risque de perdre la confiance citoyenne. L'histoire l'a prouvé. Des sociétés entières se sont effondrées en oubliant la force d'une vérité prononcée publiquement. C'est ouvrir la porte à l'isolement international, attiser un ressentiment populaire et mettre en péril la dignité collective. L'URSS, par exemple, a longtemps étouffé la parole publique, jusqu'à ce que la glasnost, la politique de transparence, fasse voler en éclats le silence imposé et précipite la chute du régime. En 2 jours, un différend diplomatique est devenu une crise morale. Chaque minute de silence médiatique, chaque message relayé, chaque discussion de rue ajoutait à la pression, comme dans ces révoltes où la rumeur précède l'explosion. Le refus de plier s'est changé en symbole, puis en catalyseur d'une colère lucide. La vérité, jetée comme un pavé dans la mare, ne pouvait plus être ignorée, et la société jamaïcaine se retrouvait au bord d'un basculement inédit. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une querelle officielle s'est-elle transformée en expérience partagée de vérité et de réveil citoyen? Pour comprendre l'ampleur de la déflagration, il faut remonter le fil. Il faut retourner dans la salle de Kingston, capter les mots qui ont tout déclenché, et saisir le moment précis où la parole a débordé le cadre du pouvoir, devenant une arme d'émancipation. Tout commence par une tension palpable, un micro tendu et une déclaration qui va faire basculer l'histoire. Imaginez la scène, dans la salle, les caméras braquées, les diplomates alignés, chacun attendant le discours policé, le rituel des formules vides. Mais Ibrahim Traoré, loin du texte convenu, brise le silence d'un trait, ses mots coupant comme une lame neuve. Il accuse, la corruption ronge le pays et personne n'ose la nommer à haute voix. Cette déclaration rappelle le célèbre « J'accuse » d'Émile Zola, qui, en son temps, fit voler en éclats le consensus mou autour de l'affaire Dreyfus. En quelques secondes, Traoré arrache le voile, sans détour ni excuse. Les officiels blêmissent, certains cherchent déjà la sortie du regard.
Un frisson parcourt la salle. Les murmures jaillissent, d'abord contenus, puis déchaînés. Dans les rues de Kingston, sur les radios de quartier, dans les marchés et jusque dans les bus, ces mots deviennent échos, promesses ou menaces, selon l'oreille qui les reçoit. En moins d'une journée, la stupeur gagne toute la ville. Les autorités, piquées au vif, dénoncent une humiliation orchestrée, un affront calculé. Mais le peuple, lui, s'empare du discours, le tord, le transforme, le scande sur les murs, dans les universités, sur les réseaux sociaux. Ce verdict brutal, longtemps espéré, trouve enfin voie publique, et la Jamaïque découvre qu'elle n'est pas seule à aspirer à la vérité. Le contraste est saisissant. D'un côté, le gouvernement, crispé, indigné, cherchant à étouffer l'incident. De l'autre, la société civile, vibrante, presque soulagée, flairant une chance inespérée. Une phrase a suffi à faire vaciller l'ordre établi, réveillant une exigence contagieuse d'honnêteté et d'espoir. Les slogans fleurissent, la vérité n'a pas besoin d'excuses, responsabilité avant protocole, rappelant les heures les plus brûlantes de mai 68, lorsque la société française exigeait elle aussi que la parole soit rendue au peuple. La stupeur des élites ne peut désormais masquer la rumeur qui monte du peuple. Les ONG, longtemps marginalisées, retrouvent soudain de l'audience. Jeunes, travailleurs, retraités, commerçants, étudiants, chauffeurs de taxi, tous répètent « il faut dire la vérité, même si elle dérange ». Des pancartes improvisées s'étalent dans la ville, dans les mains de citoyens ordinaires, chacun se sentant, pour la première fois, partie prenante d'une histoire collective. Rester dans le confort du protocole, c'est laisser la corruption et les fractures sociales s'installer dans un silence mortel. Mais ce jour-là, la parole d'un homme a fissuré la chape de résignation. En quelques heures, le choc diplomatique devient onde populaire, une expérience commune du vrai, tout comme, jadis, le discours de Martin Luther King sur les marches de Washington a transcendé les clivages pour réveiller la conscience américaine. Pourtant, ce choc initial n'était qu'un prélude. Le vrai conflit venait de glisser, du sommet de l'État vers la rue, et jusque dans la conscience collective. C'est là que l'histoire s'accélère, et que chaque citoyen se retrouve acteur d'un changement qui le dépasse. Les jours suivants, la tension monte. Chacun sent que le pays est à l'aube d'un bouleversement imprévu. Ce qui n'avait d'abord l'air que d'une provocation extérieure s'est mué, en l'espace de 2 jours, en miroir tendu au cœur de la société jamaïcaine. On se souvient d'épisodes similaires ailleurs. En Tunisie, la parole d'un vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, a déclenché une révolution. À Kingston, c'est le mot du dirigeant étranger qui fait office d'étincelle. L'ultimatum lancé par Andrew Holness, 2 jours pour qu'Ibrahim Traoré se rétracte, transforme une querelle d'apparence en affrontement entre passé et avenir. À l'intérieur de la salle officielle, le bras de fer reste feutré, mais dehors, la tension monte. Le pouvoir croit tout contrôler, sans voir ce qui gronde dans la rue, dans les cœurs, dans les conversations anonymes. Le discours de Traoré, d'abord confiné au centre de conférence, se répand comme une traînée de poudre. Relayé par téléphone, radio, réseaux sociaux, il est écouté, puis réinterprété par des milliers de voix anonymes. Peu à peu, le soutien populaire émerge, brut, sans leader, hors parti. Ce phénomène rappelle les printemps arabes, où la contagion de la parole libre a renversé des régimes réputés inamovibles. Dans Kingston, puis Montego Bay, les manifestations surgissent, calmes mais inébranlables. Sur les pancartes, la vérité n'a pas besoin d'excuses, responsabilité avant protocole. La foule ne cherche pas la revanche, elle veut comprendre, elle veut être entendue. Ce n'est pas un soulèvement, c'est une société qui, soudain, exige des comptes. Le souvenir du mouvement Occupy Wall Street, où des citoyens du monde entier se rassemblaient pour dénoncer l'opacité des puissants, plane sur la Jamaïque. À mesure que la rue s'anime, le pouvoir se fissure. Certains députés, jusque-là muets, laissent filtrer leurs doutes à la presse. Et si cette fois, le peuple avait raison? D'autres agitent à la menace d'un effondrement institutionnel, mais la voix populaire se fait de plus en plus pressante. On craint une contagion, mais on sent aussi le vent du changement. La souveraineté, répétée en boucle par le gouvernement,
bute sur une exigence nouvelle, la transparence. Le protocole affronte la morale. Les institutions, si lointaines la veille, vacillent devant la force simple d'une demande de vérité. Ce fut le même dilemme à la chute du mur de Berlin, lorsque la RDA dut choisir entre s'arc-bouter sur sa légitimité ou écouter l'appel du peuple. La crise institutionnelle devient crise existentielle. Ce n'est plus la réputation de l'État qui est en jeu, mais sa légitimité profonde. Refuser d'écouter la vérité, c'est risquer de perdre, pour de bon, la confiance de ceux dont le silence avait longtemps tenu lieu de consentement. On se souvient de l'Italie de Manipulite, où un simple juge, en nommant la corruption, a ébranlé la vieille garde politique. Ce basculement, irréversible, ouvre une fracture, gouvernant d'un côté, gouverné de l'autre, séparés par un gouffre de défiance. À Kingston, la question n'est plus diplomatique, mais morale. Qui peut nommer la honte? Qui ose réclamer la dignité? Le compte à rebours imposé par Holness a, sans le prévoir, ouvert un espace inédit. Chacun doit désormais choisir l'orgueil d'un État ou l'appel d'une société à ne plus subir. Dans ce choix s'inscrit la possibilité d'un avenir radicalement différent. L'équilibre politique vacille. Ce n'est plus seulement une crise, mais une chance, ou un péril, pour la Jamaïque de se réinventer. Dans cette faille, peut-être, naîtra un avenir différent. Mais l'histoire enseigne que rien n'est acquis. La révolution des œillets au Portugal, par exemple, n'a abouti à la démocratie que parce que la société a saisi ce moment de bascule. Mais dans les coulisses du pouvoir, une autre bataille se prépare, loin des regards et des slogans. Car la réponse d'Ibrahim Traoré n'a pas encore retenti. Chacun retient son souffle. Que va-t-il annoncer? Va-t-il persister ou chercher une voie de sortie honorable? Quand un mot traverse les frontières, il bouleverse parfois bien plus qu'un gouvernement. Il peut redéfinir la citoyenneté elle-même. Ce qui s'est produit à Kingston n'est pas une simple crise politique ou une querelle de chefs. C'est un électrochoc national, un miroir tendu à la société jamaïcaine et au-delà, au monde entier. Mais une fois l'éveil passé, que reste-t-il vraiment? Qu'arrive-t-il si personne ne se rendort? Premier scénario, le plus probable et le plus amer, l'atténuation. Les autorités pourraient promettre des commissions d'enquête, annoncer de vastes consultations, organiser quelques ateliers sur la transparence. Mais rien ne changerait en profondeur. L'indignation s'émousserait vite, les médias passeraient à autre chose, le quotidien reprendrait le dessus. On espère, on patiente, puis on oublie. La Jamaïque a déjà connu ce cycle, à chaque scandale effacé par le temps. Ce serait une immense désillusion et une génération convaincue que la parole publique ne sert à rien. N'oublions pas le cas du Brésil après l'affaire Petrobras. Une indignation immense, mais un retour rapide à la routine, les mêmes dynamiques reprenant le dessus. Deuxième scénario, celui de la réforme. Ici, la pression de la rue et l'élan populaire forcent le pouvoir à réagir. Sous le regard du monde, des lois de transparence sont adoptées. La presse retrouve sa liberté. La jeunesse est invitée à participer. Des mécanismes de contrôle des fonds publics voient le jour. Les lanceurs d'alerte sont protégés. La société civile s'organise. L'espoir renaît. La confiance aussi, lentement mais sûrement. La Jamaïque, jusqu'ici perçue comme fragile, deviendrait une référence. Une révolution de velours née de la lucidité collective, non de la force. On pense à ce qui s'est passé en Géorgie avec la Révolution des Roses, où la volonté populaire a obligé le pouvoir à se réformer et à ouvrir une nouvelle ère. Troisième scénario, le plus sombre, la crispation autoritaire. Le gouvernement, craignant de perdre le contrôle, opte pour la répression. Les manifestations sont interdites, les arrestations arbitraires se multiplient, la presse indépendante est menacée. On ferme les frontières symboliques, on accuse l'étranger, on se replie. Cette fermeture aggrave la défiance. Les investisseurs s'éloignent, la jeunesse s'exile, la peur s'installe. Toute une société se rétracte, la rancœur s'enracine durablement. L'Égypte post-printemps arabe en est une illustration. Après l'espoir, le verrouillage, la peur, l'exil.
Mais quelle que soit la voie empruntée, l'éveil de Kingston ne s'arrête pas là. Le mot lancé ce jour-là a franchi l'océan. La diaspora jamaïcaine s'en empare, les réseaux sociaux s'enflamment, les jeunes des quartiers pauvres se reconnaissent dans ce cri. D'autres mouvements naissent, d'Accra à Paris, de Lagos à Montréal. La société civile ne veut plus subir, elle veut comprendre, débattre, agir. Ce fut le cas lors du mouvement MeToo, qui, né d'une parole individuelle, a soulevé une vague mondiale d'exigences de justice. Au cœur de cette onde de choc, une question s'impose. La vérité peut-elle vraiment refonder un pays, ou ne fait-elle que mettre à nu des fractures insurmontables? Pour certains, cette sincérité est l'élan qui manquait à la Jamaïque pour se réinventer. Pour d'autres, elle ne fait que révéler des divisions trop profondes. Ce moment de bascule décidera si la Jamaïque gagne une légitimité nouvelle auprès de ses citoyens comme sur la scène internationale, ou si elle s'enferme dans la peur et l'oubli. 100 ans plus tôt, la France avait dû se réinventer après l'affaire Dreyfus, en acceptant que la vérité, même douloureuse, soit la condition du progrès commun. Rien n'est joué. Ce sont les choix, individuels et collectifs, qui écriront la suite. Le défi n'est plus seulement de s'indigner, mais de transformer l'éveil en méthode. Car pour qu'un sursaut devienne histoire, il faut que la lucidité d'un instant se change en réforme durable. Mais dans l'ombre de cette agitation, des forces opposées s'organisent déjà, cherchant à reprendre la main. L'heure n'est plus au discours. Le moment d'agir approche. La société jamaïcaine doit décider si elle veut que cet événement soit un point de départ ou simplement une parenthèse vite refermée. C'est ici que l'expérience d'autres pays devient précieuse. Au Sénégal, après la vague d'arrestations de journalistes, la société civile est parvenue à imposer de nouvelles règles de transparence, montrant que la pression populaire peut forcer la main aux gouvernements les plus réticents. La vérité n'est pas une anomalie politique. Elle pourrait devenir une hygiène nationale, un réflexe partagé, si nous choisissons de la saisir maintenant. Pour y parvenir, il faut aller au-delà des slogans et s'attaquer concrètement aux causes profondes du mal. Ce moment de lucidité collective n'aura de valeur que s'il engendre des actes concrets. Le choc des mots d'Ibrahim Traoré, désormais repris dans les rues et sur les ondes, a ouvert une brèche. Il nous appartient de l'élargir, dans les faits et non seulement par le verbe. Tout commence par la transparence. Imaginez un registre public des dépenses, consultable par chaque citoyen, chaque journaliste, chaque étudiant. Plus de sommes dissimulées, plus de contrats occultes, chaque franc issu des impôts, chaque marché public, visible et traçable par tous. Ce n'est pas un rêve naïf. C'est le socle d'une confiance retrouvée. L'exemple de l'Estonie, qui a mis en place des plateformes ouvertes de consultation des dépenses publiques, prouve que c'est possible et même très efficace. Mais la transparence sans implication reste lettre morte. Organiser des forums citoyens dans chaque quartier, de façon régulière, permettrait à la population d'interpeller les élus, de proposer des solutions, de suivre les engagements. Ces rendez-vous deviendraient l'antichambre d'une nouvelle légitimité, où le pouvoir s'exerce sous l'œil vigilant de tous. En Islande, après la crise financière, des assemblées citoyennes ont permis de redéfinir la Constitution. L'expérience montre qu'impliquer la base donne naissance à des institutions plus solides. Pour que la parole circule sans crainte, il faut protéger ceux qui la portent. Les médias indépendants doivent bénéficier d'une loi bouclier, les mettant à l'abri des pressions économiques ou politiques. Sans journalisme libre, la vérité s'étiole et la société retombe dans l'ombre. L'Afrique du Sud, après l'apartheid, a su garantir une presse pluraliste, condition indispensable de la réconciliation nationale. Rien ne durera sans la jeunesse à la table des décisions. Accorder des sièges consultatifs aux jeunes dans chaque instance publique, ce n'est pas du symbolique. C'est garantir qu'aucun projet, aucune réforme ne soit décidé dans le dos de ceux qui hériteront demain de nos choix. En Finlande, le Parlement des jeunes permet aux adolescents de débattre et d'influencer la législation, preuve que l'inclusion n'est pas un luxe, mais une nécessité. Enfin, créer un indice annuel d'intégrité publique, un baromètre élaboré par la société civile, pour mesurer chaque année notre capacité collective à résister à la corruption et aux mensonges.
Cet indice serait la boussole morale du pays, surveillée et débattue par tous, pas seulement par les experts. L'exemple du baromètre de la confiance, publié chaque année dans plusieurs pays européens, montre que la transparence peut s'institutionnaliser et devenir un outil de mobilisation. Mais chaque avancée demeure fragile. Renoncer à agir aujourd'hui, c'est courir le risque de voir ce souffle retomber, de laisser la honte se figer en cynisme et la résignation reprendre le dessus. Le vrai danger n'est pas l'échec, mais l'abandon sans combat. L'histoire de la Hongrie post-communiste, où les réformes ont été abandonnées sous la pression du retour à l'ordre, en est une leçon amère. Ce sursaut moral doit devenir une hygiène quotidienne, pas une exception fugace. Au fond, il ne s'agit plus seulement de lois ou d'institutions. C'est une mutation intime, qui commence dans le regard que chacun porte sur soi-même et sur sa communauté. C'est l'exigence que la vérité, même dérangeante, soit dite, entendue, discutée, et qu'elle aboutisse à des actes. Mais cette exigence nouvelle ne survivra que si chacun accepte d'en payer le prix, dans sa vie, dans ses choix. C'est là que commence le vrai test, pour le peuple comme pour ses dirigeants. L'exemple du Rwanda, qui a su, après le génocide, instaurer des mécanismes de dialogue communautaire, montre que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut ouvrir la voie de la réconciliation et du renouveau. Ce n'est pas une insulte, c'est un miroir tendu, implacable. À Kingston, il ne s'est pas joué la victoire d'un chef étranger ni la chute d'un gouvernement, mais l'irruption brutale d'une vérité trop longtemps ignorée. La dignité, ce pouvoir de dire non, ne s'octroie pas, ne se négocie pas au sommet. Elle surgit quand une société accepte de se regarder sans phare, d'écouter ce que beaucoup préféraient taire. Ce mot, dignité, des citoyens l'ont saisi, l'ont crié haut, là où il n'était jusqu'alors qu'un murmure. Ce n'est plus un discours imposé de l'extérieur, mais un miroir tendu à chaque nation, chaque foyer, chaque conscience. Chacun est sommé de se demander ce qu'il tolère, ce qu'il tait, ce qu'il refuse encore de voir. La question posée à Kingston se pose partout, en France, en Inde, au Brésil, en Russie. Partout où le silence a longtemps été la règle, la possibilité d'un réveil subsiste. Refuser d'ouvrir le dialogue, c'est risquer que l'histoire bégaie dans le silence. Taire ce qui dérange, c'est abandonner sa voix à la peur, à l'habitude, à la lassitude. Oser entendre la vérité, c'est reconquérir sa place dans le récit commun, c'est transformer la honte en sursaut, la colère en exigence de justice. Les sociétés qui ont su écouter leur vérité, de l'Allemagne post-nazie à l'Afrique du Sud post-apartheid, ont reconstruit leur confiance sur la base de la lucidité. Le courage, la lucidité ne sont pas l'apanage du pouvoir. Ce sont les peuples qui, en affrontant le réel, forgent la réputation d'une nation, bâtissent ou détruisent la confiance. Kingston n'a pas été une simple provocation. C'était une invitation à briser le cycle du silence. Faute de saisir cet appel, chacun s'expose à voir l'histoire recommencer, à perdre non seulement la confiance, mais la capacité d'agir et d'espérer. La vraie question n'est plus de savoir qui a triomphé sur la scène internationale. Mais, quelle vérité attend encore d'être dite, chez nous? Quel silence dans notre propre vie devons-nous enfin rompre? Si Kingston a laissé une trace profonde, c'est celle-ci. Rappeler que la vérité, même brutale, n'est jamais un affront. Elle est un appel à la lucidité, et parfois, un choc salutaire pour réveiller tout un peuple. Car, au fond, c'est dans l'épreuve du vrai que chaque nation découvre sa propre force et sa capacité à se réinventer.